Lors de l'audience concernant ma fiducie de 3,3 millions d'euros, ma famille était assise sur le banc des demandeurs, les bras croisés comme si mon destin leur appartenait. Maman a ricané, tu ne peux pas vivre seul, et encore moins gérer de l'argent. Ma sœur a dit, contente-toi de signer. Leur avocat souriait avec assurance, comme si cette audience n'était qu'une simple formalité pour récupérer mes actifs. Lorsque la juge m'a interrogé sur mon avocat, j'ai souri, je suis ma propre avocate. La porte de la salle d'audience du département du Cantal, à Aurillac, était plus lourde que n'importe quelle porte n'avait le droit de l'être. Je l'ai poussée de l'épaule pour l'ouvrir et je suis entré, vêtu du seul costume gris qu'il me restait qui ne soit pas froissé. Une mallette noire à la main gauche, mon pouls martelant ma gorge. Je m'appelle Adèle Bernard. Le côté des demandeurs était plein. Maman et papa étaient assis en plein centre, les bras croisés comme s'ils possédaient déjà ma vie. Ma sœur était assise à côté d'eux avec son mari, les lèvres retroussées en ce demi-sourire familier. Mon frère de 19 ans fixait ses chaussures comme si le sol pouvait l'avaler tout entier. Leur avocat n'arrêtait pas de tapoter la table avec son stylo sophistiqué, souriant comme si l'audience n'était qu'une formalité avant qu'ils ne prennent tout. Ma sœur s'est penchée en avant et a dit, assez fort pour toute la salle, tu ne peux même pas vivre seul. Comment es-tu censé gérer de l'argent? Maman a eu ce petit rire plein de pitié qu'elle a perfectionné au fil des ans. Papa a secoué la tête lentement, comme on le fait quand on pense que quelqu'un est trop abîmé pour remarquer le couteau. L'huissier a crié, levez-vous. La juge, Eliane Legrand, une femme âgée aux cheveux argentés tirés en un chignon serré et au regard perçant, a pris place et a ouvert le dossier. L'avocat de l'intimé, Adèle Bernard? Je me suis levé. Madame la juge, ai-je dit, la voix ferme. Je suis Adèle Bernard, et je me représente moi-même. On aurait pu entendre une mouche voler. Le stylo de l'avocat est tombé par terre. Le demi-sourire de ma sœur s'est évanoui instantanément. La bouche de maman s'est littéralement décrochée. Papa est devenu violet. Seul mon petit frère a finalement levé les yeux, rouge et écarquillé. Il pensait que me traîner au tribunal pour une fiducie de 3,3 millions d'euros allait être facile. Il n'avait aucune idée. Si vous regardez ceci, laissez un commentaire. D'où venez-vous? Quelle heure est-il chez vous? Et avez-vous déjà été sous-estimé par les personnes qui étaient censées vous aimer le plus? Cliquez sur « J'aime » si vous êtes déjà en colère pour moi et abonnez-vous tout de suite, parce que cette histoire est sur le point de devenir absolument explosive, et vous ne voudrez pas en manquer une seule seconde. Pour comprendre pourquoi je me tenais dans cette salle d'audience complètement seul, il faut remonter à l'époque où j'étais une enfant de 8 ans vivant en périphérie d'Aurillac. Les médecins m'ont collé l'étiquette « autisme de haut niveau » en 2001, après que maman a remarqué que je ne parlais jamais aux autres enfants lors des fêtes d'anniversaire et que je préférais aligner les majorettes de mon frère par couleur et par taille de roue plutôt que de jouer avec. Je savais lire un bilan financier avant de savoir faire du vélo, mais le contact visuel me donnait l'impression de regarder le soleil en face. Au lieu de régler le problème, mes parents m'ont envoyé à 65 km de là, dans une école spécialisée à Riomès-Montagne, pendant que Coralie restait en ville, devenait la star de l'équipe de basket du lycée et voyait sa photo dans la montagne une semaine sur deux. À la maison, les conversations pendant le dîner tournaient autour de son dernier match ou de son bulletin de notes parfait. J'étais assise en silence, à compter les fissures des dalles du plafond pour ne pas avoir à voir la déception dans leurs yeux. La seule personne qui ne m'a jamais regardé comme si j'étais cassé était mon grand-père, Eugène Dubois. Chaque vendredi après l'école, il arrivait dans son vieux pick-up Renault poussiéreux, klaxonnait 2 fois, et je sortais en courant, mon sac à dos déjà prêt. Nous parcourions les 50 km jusqu'à son exploitation de 565 hectares près de Saint-Flour, fenêtre baissée, la station de radio locale à fond. Il m'a appris à lire les baux ruraux, à repérer quand un fermier le flouait sur le nombre de têtes de bétail, et à garder une trace écrite si parfaite que personne ne pourrait jamais vous arnaquer. Adèle, disait-il en me tendant un registre neuf. Le monde passera sa vie entière à essayer de te convaincre que tu ne peux pas. Ne les crois jamais. Il me faisait paraffer chaque page que nous remplissions ensemble. Quand j'ai eu 12 ans, il m'a fait asseoir à la table de la cuisine, m'a versé ma première tasse de café noir et a fait glisser une épaisse liasse de papier sur le bois de pin. C'était une fiducie irrévocable. Il avait souscrit une assurance vie de 1,8 million d'euros sur lui-même et y avait intégré les 565 hectares. J'étais l'unique bénéficiaire à sa mort. Pas de cofiduciaire, pas de comité de surveillance, pas de vote familial, juste moi.
Il a tapoté la page avec un doigt taché de nicotine. C'est à toi, ma petite. Personne d'autre que toi ne peut y toucher. Il est mort 9 ans plus tard, un mardi après-midi de septembre, assis dans son fauteuil, regardant les cours du marché au cadran sur la petite télévision de la cuisine. Une crise cardiaque massive. Il était parti avant même que l'ambulance n'atteigne le portail. La lecture du testament a eu lieu dans un cabinet de notaire du centre-ville de Saint-Flour. Le notaire a d'abord lu les legs simples. Coralie a eu le chalet de vacances à Superbès. Maman et papa ont eu les comptes de retraite, d'une valeur d'environ 385 000 €. Puis il a tourné la page et a dit, et à ma petite fille, Adèle Marie Bernard, je lègue l'intégralité de la fiducie irrévocable Eugène Dubois, actuellement évaluée à 3 300 000 €, composée d'une police d'assurance vie entière et de 565 hectares de terres agricoles titrées, actuellement sous bail à long terme. Je me souviens du bourdonnement trop fort du climatiseur. Je me souviens de la main de maman se resserrant sur celle de papa jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Je me souviens de la tête de Coralie se tournant vers moi si vite que ses boucles d'oreilles ont valsé. Je me souviens du regard qui a traversé le visage de maman, le choc. Puis quelque chose de plus froid, de plus calculateur. Papa s'est raclé la gorge comme s'il allait protester, mais le notaire a continué à lire la clause d'exhérédation que grand-père avait exigée, tout bénéficiaire qui contesterait la part d'un autre bénéficiaire perdrait tout. La poigne de maman s'est desserrée. Elle a forcé un sourire qui n'a jamais atteint ses yeux. C'est à ce moment précis que la température de la pièce a changé. Je l'ai senti sur ma peau, comme si je passais de l'ombre au soleil soudain de l'Auvergne. Ils ne m'ont pas serré dans leurs bras en sortant. Personne n'a dit « félicitations ». Sur le parking, Coralie a marmonné « Je suppose que grand-père avait pitié d'elle », assez fort pour que la secrétaire l'entende. Maman l'a fait taire, mais le mal était fait. Je suis rentré seul dans ma vieille Peugeot 208 cabossée, les fenêtres fermées pour une fois, la radio éteinte, essayant de digérer le fait que la seule personne qui m'avait jamais vraiment comprise venait de me donner le genre d'argent que la plupart des gens à Aurillac ne touchent jamais de leur vie. Et que le reste de ma famille avait déjà commencé à chercher comment me le prendre. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer avec les notifications du groupe de discussion familiale auquel on m'ajoutait rarement. Le message de maman est apparu en premier, ce soir à 19 h chez Coralie. Nous devons tous parler. Je me suis garé dans leur allée, dans le nouveau lotissement au sud d'Aurillac, celui avec les garages pour 3 voitures et les façades en fausse pierre. Leur lumière de Noël était encore allumée, alors que la Toussaint venait à peine de passer. Coralie a ouvert la porte en pantalon de yoga et polaire quechua, m'a fait une brève accolade qui ressemblait plus à une fouille, et m'a dirigé vers le salon. Maître Roger Fournier était déjà installé sur le canapé en cuir, ses mocassins brillants croisés, un épais dossier ouvert sur la table basse comme s'il était chez lui. Papa était assis dans le fauteuil, sirotant une bière légère. Maman planait près de l'îlot de cuisine, versant du vin rouge dans des verres sans pied pour tout le monde, sauf pour moi. Léo était avachi sur le pouf, faisant défiler TikTok, écouteurs aux oreilles, prétendant qu'il n'était pas là. Coralie m'a tendu une bouteille d'eau, bouchon toujours scellé, et a fait glisser le document de 22 pages sur le marbre. Convention de protection familiale, a-t-elle annoncé, comme si c'était un cadeau d'anniversaire. Je l'ai ouvert. Page après page de jargon juridique, mais l'essentiel était simple. Je devais immédiatement transférer l'intégralité de la fiducie irrévocable sur un nouveau compte joint. Maman, papa et Coralie serviraient de cofiduciaires avec droit de vote à l'unanimité. Je recevrais une allocation mensuelle de 2 300 € pour mes frais de subsistance. La justification était imprimée en gras à la page 5, attendu qu'Adèle Marie Bernard a été diagnostiquée avec un trouble du spectre de l'autisme, et que la famille a des inquiétudes concernant sa capacité de gestion financière indépendante. J'ai senti la chaleur me monter au cou. Coralie a croisé les bras. Contente-toi de signer, Adèle. Ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne doivent l'être. Maman s'est approchée, la voix mielleuse. Ma chérie, nous essayons seulement de te protéger. Tu sais, beaucoup d'argent peut être écrasant. J'ai regardé papa. Il n'a pas voulu croiser mon regard, il a juste pris une autre gorgée de sa canette argentée. Maître Fournier s'est penché en avant, sa montre en or brillant sous les lumières encastrées. Si vous choisissez de ne pas signer ce soir, nous déposerons une demande de mise sous curatelle auprès du tribunal judiciaire d'Aurillac dans les 72 heures. Une fois la requête accordée, vous n'aurez plus d'autorité sur ne serait-ce qu'un compte courant. C'est à vous de décider.
La pièce est devenue silencieuse, à l'exception du bourdonnement du réfrigérateur 1000. J'ai fixé la page de signature. 3 lignes vierges attendaient, Patricia Bernard, Stéphane Bernard, Coralie Martin. Ma ligne était en dessous, déjà surlignée en jaune. Léo a finalement retiré un écouteur. On peut manger, a-t-il marmonné. Coralie lui a lancé un regard assez aiguisé pour couper du verre. J'ai refermé le dossier. Je ne signerai rien. Le faux sourire de maman s'est fissuré. Adèle, sois raisonnable. Non, les jeux coupés, la voix calme mais assez forte pour résonner contre le plafond voûté. Grand-père a rendu la fiducie irrévocable pour une raison. Il voulait que j'aie le contrôle, pas vous. Papa a enfin parlé, la voix basse et rauque. Il ne comprenait pas à quel point c'est grave avec toi. Les mots ont atterri comme une gifle. Je me suis levé, le dossier toujours à la main. Maître Fournier a haussé les épaules. Le temps presse. 72 heures. Je me suis dirigé vers la porte d'entrée. Personne n'a suivi. Quand je suis sorti sur le porche, la nuit froide de l'Auvergne m'a frappé le visage. Derrière moi, j'ai entendu Coralie siffler, laisse-la partir. Elle reviendra en rampant quand elle réalisera qu'elle ne peut pas faire ça toute seule. Je suis monté dans ma Peugeot, j'ai posé l'accord non signé sur le siège passager et j'ai conduit les 20 km jusqu'à chez moi, le chauffage à fond, les mains tremblantes sur le volant. Cette nuit-là, je me suis assise à ma table de cuisine sous une seule ampoule et j'ai relu chaque page. Le document n'était pas seulement autoritaire, il était rédigé pour que mon refus paraisse irrationnel. Ils avaient joint les résumés de mon projet d'accueil individualisé d'enfance, une lettre du psychologue de l'école spécialisée datant de 15 ans, et même une capture d'écran de moi à 14 ans portant un casque anti-bruit à la fête de remise de diplôme de Coralie, avec la légende, preuve de déficits sociaux persistants. J'ai pris des photos de chaque page avec mon téléphone, je les ai téléchargées sur un Google Drive privé et je me suis couché avec les lumières allumées. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec 17 appels manqués et une série de textos de maman qui commençaient par « On peut encore arranger ça » et se terminaient par « Tu brises le cœur de ton père ». Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à faire des recherches sur les lois françaises relatives à la curatelle. J'ai imprimé les formulaires qu'ils devraient remplir, surligné les sections sur les preuves claires et convaincantes d'altération des facultés, et mis en favori chaque cas où un adulte autiste avait réussi à s'y opposer. Parce que je savais déjà qu'il ne bluffait pas. Et moi non plus. Le facteur a frappé à la porte de mon 2 pièces au centre-ville d'Aurillac juste après-midi. J'ai signé pour la grosse enveloppe recommandée du tribunal judiciaire du Cantal, les mains déjà tremblantes avant de l'ouvrir. 38 pages. Requêtant ouverture d'une mesure de protection juridique. Ils avaient sorti l'artillerie lourde. Les allégations étaient imprimées en encre noire et froide, Adèle Marie Bernard est incapable de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'un trouble sévère du spectre de l'autisme et est incapable de gérer ses affaires financières ou de prendre des décisions éclairées concernant ses biens. Ils affirmaient que je ne pouvais pas vivre de manière indépendante, que je nécessitais une supervision 24 heures sur 24, et que la fiducie de 3,3 millions d'euros était soumise à un risque imminent de dissipation. En pièces jointes se trouvaient des documents que je n'avais jamais vus, une évaluation psychiatrique datée de 6 mois plus tôt, signée par un médecin de Lyon dont je ne reconnaissais pas le nom, me déclarant non-verbal dans les situations de stress, et incapable de gérer des actifs dépassant 46 000 euros. Il y avait des photos granuleuses de moi à 10 ans, portant un casque de thérapie bleu vif à une fête de village, extraite d'un vieux disque dur. Le pire était la publication privée sur Facebook que Coralie avait faite dans le groupe des mamans d'Aurillac, 2 jours plus tôt. Essayant de protéger l'héritage de notre défunt grand-père de quelqu'un qui n'en est tout simplement pas capable. Prières appréciées. 423 partages, 800 commentaires, la plupart d'étrangers offrant leur sympathie à ma pauvre famille. Mon téléphone a commencé à exploser. D'anciens camarades de classe. Des voisins de mon enfance. Un texto d'un ancien collègue, tout va bien? J'ai vu la publication. Puis, silence radio. 2 jours plus tard, les ressources humaines m'ont convoqué au bureau de Lyon. Le trajet de 230 km ressemblait à un cortège funèbre. L'associé qui m'avait personnellement recruté 3 ans plus tôt n'a pas voulu me regarder dans les yeux. Jusqu'à ce que cette affaire de curatelle soit résolue, a-t-il dit en faisant glisser une lettre sur le bureau, nous devons vous placer en mise à pied conservatoire. Risque pour la réputation. Vous comprenez. Je comprenais parfaitement.
De retour dans mon appartement, je me suis assise par terre, entouré des pages de la requête étalées comme des photos de scènes de crime. Chaque difficulté de l'enfance utilisée comme une arme, chaque note de thérapie déformée. Ils avaient même inclus un relevé bancaire montrant que j'avais eu un découvert de 18 € à l'université et l'avaient qualifié de « schéma d'irresponsabilité fiscale ». Léo a envoyé un texto « Sœur, arrête de compliquer les choses pour tout le monde ». J'ai fixé l'écran jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Cette nuit-là, je n'ai pas pu manger, pas pu dormir. Les murs semblaient plus proches que les 63 mètres carrés qu'ils mesuraient réellement. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à chercher dans la jurisprudence française jusqu'au lever du soleil. J'ai appris que les mises sous curatelle pour adultes autistes étaient rares mais pas impossibles. Les tribunaux exigeaient généralement une expertise médicale indépendante et des preuves claires que je ne pouvais pas gérer les tâches de la vie courante. J'ai fait une liste, loyer payé à temps depuis 8 ans, titre d'auditeur senior, permis de conduire impeccable, pas de casier judiciaire, pas de problème de toxicomanie. J'ai tout imprimé. J'ai aussi appris autre chose. Une fois qu'une curatelle est prononcée, la personne protégée perd le droit d'engager son propre avocat, de signer des contrats, de voter, de se marier ou même de décider où vivre sans l'assistance de son curateur. Le curateur obtient un contrôle total. Ma famille voulait m'enfermer dans une cage légale et jeter la clé. Le lendemain matin, j'ai marché les 6 pâtés de maison jusqu'au palais de justice d'Aurillac et j'ai déposé mon opposition, seul. La greffière a haussé un sourcil mais l'a tamponné. J'ai payé les frais de dépôt avec la carte de crédit qui portait encore mon nom, pour le moment. Puis je suis allé à la médiathèque et j'ai passé 4 heures à imprimer tous les documents financiers que j'avais depuis l'âge de 18 ans. Chaque déclaration de revenus, chaque bail, chaque évaluation de performance. J'ai constitué un classeur intitulé « Preuve de capacité » et je l'ai glissé dans mon coffre-fort. Car s'il voulait jouer sale, j'en avais fini d'être l'enfant tranquille dans son coin. J'ai commencé à tout documenter, capture d'écran de la publication Facebook et des commentaires, copie du rapport psychiatrique falsifié, courriel des ressources humaines. J'ai tout téléchargé sur un lecteur chiffré auquel seul moi pouvais accéder. Et pour la première fois depuis l'arrivée de la requête, j'ai ressenti quelque chose de plus vif que la peur. La colère. Une colère pure, ciblée, glaciale. Ils pensaient pouvoir me réduire à un diagnostic sur papier et me dépouiller de tout ce pourquoi grand-père s'était battu pour me donner. Ils étaient sur le point d'apprendre à quel point ils avaient tort. Cette même nuit où la requête est arrivée, le sommeil n'est jamais venu. J'ai traîné la vieille boîte métallique de grand-père dessous le lit, les doigts tremblants en composant la combinaison qu'il m'avait apprise à 12 ans. Le couvercle s'est ouvert en grinçant. Des centaines d'enveloppes numérotées remplissaient chaque centimètre, exactement comme il les avait toujours gardées, reçus, beaux, relevés bancaires, chaque morceau de papier qu'il avait jamais touché, organisé comme une bibliothèque. J'ai commencé par l'enveloppe numéro 47, celle étiquetée « Fiducie originale » de son écriture carrée. Elle était là, la fiducie irrévocable complète, signée chez un notaire à Saint-Flour. La page 9 portait la clause d'exhérédation, soulignée au stylo rouge, tout bénéficiaire qui intente un procès ou tente de priver un autre bénéficiaire de sa part renonce automatiquement à l'intégralité de ses droits, tous les actifs étant immédiatement redirigés vers la fiducie caritative résiduaire contingente pour le soutien à la neurodiversité en Auvergne. Grand-père avait ajouté une note manuscrite dans la marge, ils essaieront, Adèle. Ceci te protège. J'ai continué à chercher. L'enveloppe numéro 112 contenait quelque chose qui m'a retourné l'estomac. Des relevés bancaires d'un compte d'épargne séparé que grand-père avait à la caisse d'épargne d'Auvergne. Au cours des 8 derniers mois de sa vie, alors qu'il était alité au CHU de Lyon, trop faible pour tenir un stylo, quelqu'un avait retiré exactement 165 000 € en 12 transactions distinctes. Chaque retrait portait le tampon, autorisé par procuration durable, et des signatures qui étaient censées être les siennes. Elles ne l'étaient pas. Les boucles étaient trop parfaites, la pression trop uniforme. Défaut. Je me suis rassise sur le tapis, les papiers éparpillés autour de moi comme des feuilles mortes. Maman et Coralie avaient été les seules à avoir une procuration après son accident vasculaire cérébral. Elles avaient vidé ses économies personnelles pendant qu'il ne pouvait pas se défendre, puis s'étaient retournées pour prétendre que c'était moi qui ne savais pas gérer l'argent. Mes mains tremblaient si fort que je pouvais à peine tenir le téléphone. J'ai envoyé un texto à Camille Rousseau, l'auditrice senior avec qui je partageais une cloison de bureau à Lyon. Elle était devenue mon amie de travail au fil des sessions nocturnes sur Excel et des pauses café. Besoin d'une énorme faveur.
Peux-tu récupérer des relevés demain sans que personne ne s'en aperçoive? Elle a répondu instantanément, je m'en occupe. Retrouve-moi à la porte de service à 7 heures du matin. Le lendemain matin, j'ai conduit les 230 km jusqu'au bureau avant que le parking ne se remplisse. Camille est sortie furtivement dans son anorak matelassé, m'a tendu une clé USB et a chuchoté, tout ce qui vient du dossier de succession qu'ils nous ont envoyé l'année dernière pour les impôts. J'ai aussi copié les retraits par procuration. Fais attention. Je l'ai serré si fort dans mes bras qu'elle a ri nerveusement. De retour à la maison, j'ai envoyé les originaux par courrier express, ainsi que les fichiers de Camille, à un expert comptable judiciaire à Clermont-Ferrand que j'avais trouvé via l'Ordre des experts comptables d'Auvergne. Son site web promettait un traitement en 48 heures pour les cas de fraude. J'ai payé les frais d'urgence avec ma dernière carte de crédit non débitée. J'ai fait les 100 pas dans mon petit salon, vérifiant mes courriels toutes les 5 minutes. L'appartement sentait le café froid et l'encre d'imprimante. Je n'arrêtais pas de rejouer la voix mielleuse de maman chez Coralie, le compte à rebours suffisant de Maître Fournier, les commentaires sur Facebook me qualifiant de « pauvre chose » et de « tragique ». Chaque notification était comme une brique de plus sur ma poitrine. À 2h13 du matin, mon téléphone a vibré sur le comptoir de la cuisine. C'était Léo. Sœur, je panique. J'ai quelque chose que tu dois voir. On peut se voir demain? Juste nous deux. J'ai fixé l'écran. Mon petit frère m'avait à peine parlé depuis la lecture du testament. Il avait 19 ans, était en première année à l'université Clermont-Auvergne, et vivait de l'argent de poche que papa lui donnait encore. Ce qu'il avait devait être important pour qu'il risque la colère de maman si tard. J'ai tapé en réponse, le central, 9h. Je serai dans la banquette du coin. Je me suis finalement effondré sur le canapé, toujours en jean, la boîte métallique ouverte à côté de moi comme un chien fidèle. Pour la première fois depuis que la requête avait atterri, une lueur d'espoir a vacillé. Ni chaude, ni réconfortante, juste une étincelle froide et vive, suffisante pour me permettre de respirer. Le rapport d'expertise est arrivé l'après-midi suivant, pendant que j'attendais Léo. Objet, conclusion préliminaire. Preuve claire de falsification. La signature du médecin sur l'évaluation psychiatrique était tirée d'un ancien formulaire de consentement hospitalier et collé numériquement. Le papier en tête appartenait à une clinique fermée depuis 2018. Les retraits du compte d'épargne de grand-père montraient une pression de stylo identique sur 12 dates différentes, impossible pour un homme sous analgésique puissant. J'ai tout imprimé, perforé et glissé dans un nouveau classeur étiqueté « pièce B ». Léo est entré dans le café avec 10 minutes de retard, capuche relevée, les yeux fuyants comme s'il s'attendait à voir maman surgir de derrière les percolateurs. Il s'est glissé dans la banquette et a poussé une clé USB sur le formica. « Avant que tu n'ouvres ça », a-t-il chuchoté, la voix brisée, je ne savais pas qu'ils allaient utiliser mon téléphone. Ils m'ont forcé à prendre ces vieilles photos de toi avec le casque. Ils ont dit que c'était juste pour des souvenirs de famille. J'ai branché la clé sur mon ordinateur portable sous la table. Des dizaines de captures d'écran. Des chaînes de courriels entre maman, Coralie et Maître Fournier. Des objets comme « Comment donner un air officiel à l'évaluation » et « Planifier la publication Facebook pour un maximum de sympathie ». Un message de Coralie, daté de 3 jours après mon refus de signer « Si la curatelle passe, on partage l'allocation 50/50e après les dépenses. Léo aura ses frais de scolarité couverts. » Marché conclu. Les yeux de mon frère se sont remplis de larmes. Je ne voulais rien avoir à faire avec ça, Adèle. Je le jure. Ils ont dit que tu ne remarquerais jamais. J'ai tendu la main et lui ai serré la sienne. Il a serré la mienne en retour, fort, comme s'il avait 9 ans à nouveau et peur du tonnerre. J'ai payé son café intact, lui ai dit de faire profil bas et lui ai promis que nous arrangerions ça ensemble. Le temps de rentrer à la maison, l'étincelle d'espoir était devenue quelque chose de stable. Je ne me défendais plus seulement. J'étais sur le point de retourner leurs propres armes contre eux. Au cours des 3 dernières années, personne dans ma famille n'avait la moindre idée que je menais 2 vies complètement séparées. Chaque jour de la semaine, je conduisais les 230 km jusqu'à Lyon, assistais à des réunions d'audit, souriais au bon moment et rentrais à la maison avec l'air de la même Adèle tranquille qu'ils avaient toujours connue. Mais à la seconde où la porte de mon appartement se refermait, je devenais quelqu'un d'autre. Je préparais une cafetière de café noir, verrouillais la porte et ouvrais mon ordinateur portable pour ma préparation au diplôme d'expertise comptable. 4 soirs par semaine,
parfois 5, j'étudiais jusqu'à ce que les chiffres se brouillent. Pendant que tout le monde postait des photos de famille sur Instagram, je planifiais chaque examen dans des centres délibérément éloignés, Lyon un mois, Clermont-Ferrand le suivant, 155 km aller-retour, pour que personne ne me voie accidentellement en sortir. J'ai réussi toutes les épreuves du premier coup. Il y a 6 mois, l'ordre régional des experts comptables m'a envoyé par la poste mon diplôme. Je l'ai encadré, puis j'ai caché le cadre derrière les manteaux d'hiver dans le placard. Pas de fête, pas de publication sur Facebook, pas d'annonce au dîner du dimanche. Le diplôme était une armure, et je n'étais pas encore prête à la montrer. Le matin après que Léo m'a donné la clé USB, le rapport final de l'expert comptable est arrivé dans ma boîte de réception. 47 pages de détails accablants. La signature du psychiatre sur l'évaluation d'autisme sévère était une contrefaçon numérique à 100%, tirée d'un résumé de sortie d'hôpital de 2017 et collée sur un nouveau papier à en-tête. La clinique indiquée comme étant le bureau de l'examinateur était fermée depuis 2019. L'analyse de l'encre sur les retraits falsifiés de grand-père montrait des schémas de pression identiques sur 12 dates différentes, impossible pour un homme dont la main droite tremblait à cause des analgésiques. Le rapport se concluait par les mots dont rêve tout avocat de la défense, preuve claire et convaincante de fraude et d'abus de faiblesse. J'ai imprimé 2 copies, une pour le tribunal, une pour moi, et j'ai senti mon pouls ralentir enfin pour la première fois depuis des semaines. Le même après-midi, Léo a envoyé un texto « On peut parler ?» Même endroit. Je l'ai retrouvé dans le petit café indépendant à 2 pâtés de maison du campus de l'université Clermont-Auvergne. Il avait l'air de ne pas avoir dormi, capuche relevée, les mains enroulées autour d'une tasse qu'il ne buvait pas. Il a fait glisser une autre clé USB sur la table. C'est tout ce qui vient de l'ordinateur portable de maman. J'ai cloné le disque dur quand elle était sous la douche hier soir. Je me sens mal de faire ça, mais voilà. Je l'ai prise avec des doigts fermes cette fois. Ça va ? Il a secoué la tête. Il n'arrête pas de dire que c'est pour mes frais de scolarité, pour l'hypothèque de l'exploitation familiale, mais ce n'est pas ça. C'est de la cupidité. J'en ai marre. Je l'ai pris dans mes bras, là, entre les chaises dépareillées et l'odeur d'expresso brûlé. Il était plus grand que moi maintenant, mais il s'est quand même blotti dans l'étreinte comme le gamin effrayé qui se cachait derrière mes jambes pendant les feux d'artifice. Pour la première fois depuis des années, je ne me sentais pas complètement seul. De retour dans mon appartement, j'ai branché la nouvelle clé. Des centaines de courriels. Des brouillons de la requête en curatelle avec les modifications suivies de Maître Fournier. Des feuilles de calcul évaluant le montant des dépenses de soins mensuels qu'il pouvait justifier de prendre avant que le tribunal ne lève les sourcils. Une conversation de groupe intitulée « Projet A » où Coralie avait écrit 4 mois plus tôt, une fois que la juge verra la fausse évaluation plus la vague de sympathie sur Facebook, elle signera la curatelle en un clin d'œil. Ensuite, nous transférerons les actifs de la fiducie dans la SARL et personne ne pourra nous toucher. Maman avait répondu avec un emoji pouce levé. Je me suis rassise et j'ai laissé la rage se transformer en quelque chose de plus froid, de plus utile. Au cours des 10 jours suivants, j'ai transformé mon salon en salle de guerre. 3 classeurs, codés par couleur, rouge pour les dossiers médicaux frauduleux et le rapport d'expertise, bleu pour les retraits falsifiés, les relevés bancaires et l'abus de procuration, vert pour les courriels, les textos et toute la chaîne de la conspiration provenant des clés de Léo. J'ai ajouté mon diplôme d'expert comptable, mes 5 dernières déclarations de revenus, les factures de services publics à mon seul nom, les contrats de location, la carte grise de la voiture, tout ce qui prouvait que j'avais parfaitement bien géré ma vie sans supervision. J'ai mis des onglets à chaque page, créé un index et fait des fiches sur les lois françaises relatives à la curatelle pour pouvoir les citer en dormant. J'ai déposé une requête en jugement sommaire que j'ai jointe à mon opposition, citant la clause d'exhérédation et demandant des sanctions pour procédure abusive. La greffière l'a accepté sans commentaire, mais j'ai vu ses yeux s'écarquiller quand elle a lu la liste des pièces à conviction. Chaque soir, je répétais devant le miroir, pas de grands discours, juste des faits, énoncés de manière neutre et rapide. J'ai pratiqué jusqu'à ce que ma voix ne tremble plus en disant le mot « falsification ». J'ai acheté un nouveau costume gris aux Galeries Lafayette à Lyon, le premier que j'achetais en 5 ans. Je l'ai accroché dans le placard à côté du diplôme encadré caché. Léo envoyait des nouvelles de l'intérieur de la maison, maman se vantant auprès de ses amis que l'audience serait une affaire vite réglée, Coralie faisant du shopping en ligne pour un nouveau VUS, une fois que tout sera réglé. J'ai sauvegardé chaque capture d'écran.
Le calendrier sur mon mur avait une date entourée en rouge. L'audience. Dans 10 jours. Je n'avais plus peur. J'étais prête. Je me suis réveillée à 4 heures du matin, bien avant le réveil. L'appartement était silencieux, à l'exception du bourdonnement du réfrigérateur. J'ai pris une douche, j'ai attaché mes cheveux en une queue de cheval basse et j'ai mis le nouveau costume gris. Pas de bijoux, pas de maquillage, juste les vêtements et l'épreuve. J'ai chargé 3 classeurs à code couleur et la vieille boîte métallique sur la banquette arrière de ma Peugeot, puis j'ai traversé les rues vides jusqu'au palais de justice d'Aurillac. L'aube était encore à 1 heure. Le parking ne contenait que quelques camions d'entretien. Je me suis assise sur le siège du conducteur, moteur éteint, regardant ma buée embuer le pare-brise, répétant une dernière fois. À 8h25, j'ai passé la sécurité, salué de la tête la même greffière qui avait tamponné mon opposition des semaines plus tôt, et j'ai pris ma place à la table de l'intimé. La salle s'est remplie lentement. Maman, papa et Coralie sont entrés, endimanchés, les visages tendus. Maître Fournier a ajusté sa cravate comme s'il se rendait à une fête de la victoire. Léo s'est glissé en dernier, s'est assis 3 rangées derrière eux et m'a fait un tout petit signe de tête. L'huissier nous a demandé de nous lever. La juge Eliane Legrand est entrée. Cheveux argentés, robe noire. Pas de fioritures. Elle avait la réputation de trancher dans les drames familiaux plus vite qu'un couteau chaud dans du beurre. Affaire 2025-0187, concernant la protection juridique d'Adèle-Marie Bernard, a-t-elle annoncé. Avocat des requérants. Maître Fournier s'est levé, tout sourire. Maître Roger Fournier au nom des requérants, Madame la juge. Et l'avocat de l'intimé? Je me suis levé. Adèle Bernard, me représentant moi-même, Madame la juge. J'ai déposé ma comparution et mon diplôme d'expert comptable le mois dernier. Une onde de choc a parcouru le côté des demandeurs. Maman a chuchoté quelque chose de sec à papa. La juge Legrand a feuilleté le dossier. J'ai examiné la requête, l'opposition et les pièces plutôt volumineuses déposées par Mademoiselle Bernard. Nous allons passer directement aux plaidoiries. Mademoiselle Bernard, vous pouvez commencer. J'ai ouvert le classeur rouge en premier. Madame la juge, les requérants demandent la mise sous protection d'une adulte sans altération des facultés cognitives. La pièce A est la fiducie irrévocable originale établie par Eugène Dubois. La page 9 contient la clause d'exhérédation, surlignée. Tout bénéficiaire qui conteste la part d'un autre renonce à tout. J'ai fait glisser la fiducie vers l'huissier. La juge l'a prise, ses yeux la parcourant. Pièce B, ai-je continué en ouvrant le classeur bleu, est un rapport d'expertise comptable prouvant que l'évaluation médicale jointe à la requête est entièrement frauduleuse. La signature du psychiatre est un composite numérique. La clinique est fermée depuis 6 ans. Maître Fournier s'est levé d'un bond. Objection. Spéculatif. Rejeté, a dit la juge sans lever les yeux. Continuez. Pièce C, relevé bancaire montrant 165 000 € retirés du compte personnel du défunt sous une fausse procuration alors qu'il était hospitalisé. J'ai placé le dernier classeur vert sur le banc. Et pièce D, courriels et journaux de discussion récupérés sur les propres appareils des requérants, détaillant la fabrication de preuves et l'intention de détourner les actifs de la fiducie vers une SARL privée. La salle d'audience était si silencieuse que je pouvais entendre la respiration de maman se couper. La juge Legrand a passé 20 minutes à lire, tournant les pages avec un calme délibéré. Maître Fournier a tenté d'interrompre 2 fois de plus. Les 2 fois, elle a levé la main et il s'est assis. Finalement, elle a retiré ses lunettes et a regardé droit vers la table des requérants. Maître Fournier, vos clients ont-ils une explication pour des dossiers médicaux falsifiés, des signatures falsifiées sur des documents financiers, ou des discussions par courriel sur la fabrication de preuves pour tromper ce tribunal? Fournier a ouvert la bouche, l'a refermée, l'a rouverte. Madame la juge, il semble s'agir d'un malentendu familial. Il n'y a pas de malentendu, a tranché la juge, la voix comme de l'acier. Il y a des preuves claires et convaincantes de fraude envers le tribunal. Elle s'est tournée vers maman, papa et Coralie. Madame Bernard, Monsieur Bernard, Madame Martin, l'un de vous souhaite-t-il expliquer ces documents? Silence de mort. Coralie fixait le sol. Le visage de papa était devenu gris. Les lèvres de maman tremblaient, mais aucun son n'en sortait. La juge Legrand a pris son marteau. Selon les termes exprès de la clause d'exhérédation de la fiducie irrévocable d'Eugène Dubois,
les requérants ont renoncé à tous leurs droits de bénéficiaire. La requête en protection juridique est refusée et rejetée. Tous les actifs de la fiducie restent la propriété exclusive d'Adèle-Marie Bernard. Les requérants sont solidairement responsables des frais de justice de l'intimé et d'une sanction civile de 23 000 € pour procédure abusive. Le marteau a frappé une fois. Maître Fournier s'est affalé sur sa chaise comme si on lui avait retiré la colonne vertébrale. Coralie a laissé échapper un son à mi-chemin entre un hoquet et un sanglot. Maman s'est couvert le visage. Papa fixait droit devant lui, la mâchoire si serrée que j'ai cru qu'elle allait se briser. Je suis resté parfaitement immobile pendant que la greffière me remettait l'ordonnance signée. Mes mains ne tremblaient pas. Ma voix ne s'est pas brisée. La juge m'a regardé une dernière fois. Mademoiselle Bernard, vous êtes libre de partir. Bonne chance. J'ai rassemblé mes classeurs, fait un signe de tête à Léo, il a répondu, les yeux brillants, et je suis sorti de la salle d'audience sans regarder derrière moi. Dehors, le soleil s'était levé sur les monts du Cantal, brillant et froid et complètement indifférent. La justice avait exactement le goût que grand-père avait toujours dit qu'elle aurait, silencieuse, définitive et méritée. 30 jours après que le marteau est tombé, les conséquences sont arrivées une par une, silencieuses et impitoyables. D'abord, la lettre recommandée du Crédit Agricole, procédure de saisie immobilière sur l'exploitation de 80 hectares près d'Aurillac. Maman et papa avaient contracté un prêt hypothécaire de 530 000 € au cours de la dernière décennie, pariant que la valeur nette continuerait de croître. Sans l'argent attendu de la fiducie, la banque a exigé le remboursement. La date de la vente a été fixée au printemps. Le mari de Coralie a demandé le divorce la même semaine. Il s'est avéré que les 420 000 € de dettes de carte de crédit, les nouvelles voitures, les sacs à main de créateurs, la rénovation de la cuisine, étaient à leurs deux noms. Il est parti avec seulement sa voiture et un dossier de crédit impeccable. Le chalet de Superbès a été vendu aux enchères pour moins que l'hypothèque restante. Elle a emménagé dans un 2 pièces dans l'ouest de la ville et a pris un poste de réceptionniste à temps partiel dans une clinique dentaire. Léo a reçu le courriel du service de la scolarité en plein milieu du semestre, paiement des frais de scolarité refusés. Papa avait coupé les vivres. Mon frère a abandonné l'université Clermont-Auvergne, a fait ses bagages dans son pick-up et a pris un poste d'ouvrier agricole à 50 km de Saint-Flour, 8 € de l'heure, plus une place en dortoir. Chaque dimanche soir, un nouveau texto apparaissait, « Je suis désolé, Adèle ». Je les lisais, puis je les laissais sur « Lu ». L'intégralité des 3,3 millions d'euros de la fiducie, qui avait un peu grandi grâce à des investissements prudents, a été transférée à la Fondation Eugène Dubois pour la neurodiversité le jour où la juge a signé l'ordonnance finale. J'ai rempli moi-même les formalités pour l'association Loi 1901, je me suis nommée directrice générale et j'ai défini la mission exactement comme grand-père l'aurait voulu, des bourses et un accompagnement pour les adultes autistes et neurodivers poursuivant des carrières en finance et en comptabilité en Auvergne. Les 5 premiers bénéficiaires étaient déjà inscrits à des programmes de comptabilité en IUT, vivant de bourses qui n'étaient pas accompagnés de leçons sur ce qu'ils pouvaient ou ne pouvaient pas gérer. J'ai acheté une modeste maison de ville de 2 chambres sur l'avenue Jean Jaurès, façade bleue, Porsche, à distance de marche du centre-ville. Le jour de la signature, j'ai accroché le vieux registre de grand-père au mur au-dessus de mon nouveau bureau. Ma plaque a été posée le lundi suivant, Adèle Bernard, experte comptable. Conseil fiduciaire et expertise comptable judiciaire. Mon tout premier client était un homme de 34 ans de Moulins dont les parents avaient tenté exactement la même manœuvre de mise sous curatelle. Nous l'avons défaite en 42 jours. Maman a envoyé un seul courriel, objet vide. Adèle, ton père et moi avons eu tort. Nous avons laissé la peur et la cupidité prendre le dessus. Je sais que je ne le mérite pas, mais s'il y a un moyen pour que tu trouves dans ton cœur de me pardonner. Je l'ai lu 2 fois dans le calme de mon bureau, le curseur planant sur « Répondre ». Puis je l'ai fait glisser dans la corbeille et j'ai vidé le dossier. Le dernier message de Léo est arrivé un jeudi soir. Juste une photo en pièce jointe, grand-père appuyé contre le vieux pick-up, plissant les yeux au soleil, le bras passé autour de moi à 12 ans, tenant un registre comme s'il était en or. En dessous, 4 mots, je suis désolé, sœur. J'ai sauvegardé la photo sur mon téléphone, l'ai mise comme écran de verrouillage pendant exactement 30 secondes, puis j'ai bloqué le numéro. Je ne les détestais pas. La haine demande une énergie que je n'avais plus à revendre. Le pardon n'était pas dû, c'était un cadeau. Et ils avaient gaspillé toutes les chances que je leur avais jamais données. Certains matins,
Je conduis jusqu'à l'exploitation de 565 hectares, maintenant louée à un jeune couple qui m'envoie des rapports trimestriels et des chèques de loyer parfaits. Je parcours les mêmes lignes de clôture que grand-père m'a appris à lire. Je sens le même vent qui soufflait dans ses cheveux blancs. Et je sais exactement ce qu'il dirait s'il pouvait me voir maintenant. Il lèverait son chapeau, sourirait et me dirait que j'ai bien fait. C'est suffisant. Je reçois encore des appels de gens de toute l'Auvergne, des voix basses qui demandent s'il est vraiment possible de combattre sa famille et de gagner. Je réponds toujours de la même manière, oui. Et vous ne serez pas seul. Parce que la petite fille qui alignait autrefois des voitures miniatures par taille de roue a grandi pour construire quelque chose de plus grand que la vengeance. Elle a construit une preuve. La preuve que le monde peut essayer de vous convaincre que vous valez moins, mais si vous gardez les reçus, au sens propre comme au figuré, un jour vous pourrez les leur rendre et voir toute l'histoire changer. Grand-père avait raison depuis le début. Je le pouvais, et je l'ai fait.